Comment se porte la scène musicale en Ukraine pendant la guerre? Comment la guerre fait découvrir la tradition nationale ukrainienne et non pas impériale et russe? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Alla Zaraikevich, compositrice et musicienne ukrainienne, auteure d'œuvres orchestrales, instrumentales et vocales, mais aussi d'opéras, performances électroacoustiques, d'installations audiovisuelles, musique pour le cinéma et art vidéo. Bonjour Alla, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au podcast L'Ukraine face à la guerre. Vous êtes compositeur, vous êtes musicienne ukrainienne, francophone, c'est un cas assez rare. Et donc nous allons parler avec vous aujourd'hui de la musique sur la musique ukrainienne. Qu'est-ce que c'est la musique ukrainienne? Elle est peut-être pas suffisamment connue à l'étranger, elle est peut-être pas suffisamment connue en France. Mais tout d'abord, je voudrais parler de vous. Vous êtes une auteure, une compositeur très connue. Vous avez composé la musique pour plusieurs œuvres, notamment peut-être pour nos auditeurs, la plus connue, c'est Opéra de Vyshevan qui était présenté à Kharkiv, mais qui était aussi présenté à Vienne, donc en Europe et sans doute ailleurs. Donc, est-ce que vous pouvez décrire votre parcours professionnel et artistique? Mmh. Bonjour Tatiana, merci beaucoup pour cette invitation. C'est vraiment très important, je pense, pour nous, pour les musiciennes, pour les compositeurs, compositrices, parler des arts, parler à propos des arts différents, des musiques différentes, dans la période tellement difficile comme maintenant, période de guerre. Et merci beaucoup pour cette proposition de parler un petit peu de mon œuvre, mon travail. Donc, oui, je suis compositrice, aussi performeur, aussi un petit peu musicologue. Alors, je faisais mes études au conservatoire de Kiev et après je faisais les études à l'IRCAM, l'Institut de musique, de coordination de musique acoustique près du centre Pompidou. Et je travaille un petit peu dans deux domaines euh, différents, c'est-à-dire musique instrumentale, classique, moderne, contemporain, et aussi musique électroacoustique. Et bien sûr, la France, c'est le pays qui a quelques écoles de musique électroacoustique, comme musique concrète, aussi musique électroacoustique, l'école de l'ERCAM. Et donc, ça donne à moi vraiment beaucoup de possibilités de contacter, surtout avec les musiciennes, les compositeurs français. Mais bien sûr, euh, les choses que je fais, oui, c'est l'opéra qui était présenté avant des débuts de guerre, de grande guerre au Kharkiv au mois d'octobre 2021. Et euh, mais les choses qui est aussi très importantes pour moi, c'est garder cette intensité de l'art et l'intensité de vie musicale, notamment en Ukraine, à Kiev. Et donc, je suis sûre que pour toutes les Ukrainiennes, pour toutes les musiciennes qui travaillent vraiment en Ukraine, à Kiev, à Lviv, à Kharkiv, à Odessa, très important, continuer de faire l'art, produire des musiques, faire les concerts, ouvrir les studios électroacoustiques, faire les concerts des musiques de différents genres. Et c'est pour ça, si on regarde par exemple les affiches,
des philharmonies ukrainiennes maintenant, comme Philharmonie de Lviv, salle de l'orgue à Lviv, ou Philharmonie de Kiev, ou euh, Philharmonie d'Odessa, on peut voir vraiment, vraiment la vie intensive, très intensive, vie de concerts, de productions musicales de tout genre. Et l'opéra aussi, notamment à Lviv, très fort mouvement de produire de nouveau l'opéra ukrainien. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour nous et peut-être pas très évident pour l'étranger. Oui, 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 tout à fait et on a l'impression que cette intensité, comme vous dites, de la vie culturelle, de la vie artistique, dans un pays en guerre, elle a augmenté puisque tout d'un coup, il y aura plus de demandes sans doute pour les œuvres d'art, on peut le constater pour la musique, mais tout aussi bien pour le théâtre. Souvent impossible d'acheter des billets au théâtre, parce que justement comment expliquez-vous voilà ce phénomène. Pourquoi dans un pays qui essaie de survivre, parce qu'il est souvent question de vie et de mort, presque tous les jours et pas que dans les villes à côté de la ligne du front, mais c'est aussi bien à Kiev, quand par exemple, voilà, cette nuit, il y avait une alerte aérienne qui avait duré, je pense, 8 heures, voilà, toute la nuit, donc avec les drones iraniens Shahed, donc c'est toujours le dernier jour pour quelqu'un. Voilà, aujourd'hui, c'était pas pour nous. Et heureusement, aujourd'hui d'ailleurs, il y avait pas de victimes. Mais comment expliquez-vous, vous qui êtes artiste, que ça existe, voilà, comme demande de la part du public qui vit en guerre? Moi, je pense qu'il y a plusieurs motivations, plusieurs aspects et dans cet mouvement artistique intensif et profond. D'un côté, je pense que c'est surtout une euh, euh, motivation de garder quelque chose comme rythme de la vie normale. C'est-à-dire, toujours avoir contact, avec l'esthétique, avec le contexte des arts, avec, quelque chose comme vraiment le rythme, musical, théâtral, littérature, des différents types, c'est quelque chose comme les domaines d'existence d'humanité généralement. Comme l'homme peut exister dans la nature, mais surtout l'homme existe dans la nature, cette deuxième nature, de domaine des arts et cette atmosphère des arts. C'est quelque chose comme vraiment garder l'humanité. D'autres choses, beaucoup de gens, surtout les publics, parlent aussi des quelque chose comme art-thérapie. Nécessité d'avoir contact avec l'art comme possibilité de garder mentalité, pour garder vraiment une psychologie dans les conditions tellement difficiles, mais c'est quelque chose comme effet vraiment thérapeutique. Mais pour moi, comme pour l'artiste, je me souviens très bien mes premiers sentiments quand j'étais à Kiev au début de guerre et j'avais vraiment une nécessité de jouer ensemble, par exemple avec violoniste Igor Zavgorodny ou enregistrer quelque chose comme jouer ensemble, chanter ensemble avec Nazgul Shukaeva, c'est chanteuse qui habite Kiev et fait musique de jazz expérimental, contemporain. Donc, c'est vraiment des collègues, ou par exemple Susanna Karpenko, aussi chanteuse qui travaille maintenant dans cet grand théâtre national Ivan Franco. Donc, c'est-à-dire, les artistes, nous avons vraiment le besoin d'être en contact, mais c'est aussi garder cette euh, possibilité de réflexion artistique, réflexion qui nous permettent peut-être même
produire quelque chose, nouveau dans l'art, nouveau dans notre expérience. Heu, Parce que je suis sûre que, vraiment chaque de nous, peut-être que chaque des compositeurs, compositrices ont besoin d'être, dans dans des conditions d'approfondir, sa matière, et travailler vraiment très, 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 comment dire ça? Attentive, intime, dans des manières intimes dans son, espace, mais nous avons besoin aussi de contacts, de contacts, de vraies musiques, de vraies performances, de vrais, je sais pas, ensemble musical dans le sens, musical, donc être ensemble, dans l'ensemble des figures, artistiques. Voilà et d'être et de créer ensemble. Et si je posais les questions, comment est-ce que la guerre à grande échelle avait affecté votre travail puisque, vous faites de la musique très différente, mais de la musique électroacoustique, donc c'est une la musique qui dépend aussi voilà, de l'appareil un peu sophistiqué. Comment est-ce que le quotidien de la guerre qui comprend souvent des coupures, comment il a affecté votre travail? Et est-ce que, parmi vos collègues, vos amis, voilà, les proches, et il y a beaucoup de musiciens ou compositeurs qui ont quitté le pays, justement à cause de difficultés de créer, de rester, de persévérer. Mais bien sûr, oui, on peut dire que, maintenant les musiciennes ukrainiennes travaillent, dans des espaces. Parfois il y a contact entre nous, parfois il n'y a pas. C'est-à-dire il y a vraiment les musiciennes, qui ont décidé vraiment de quitter, tout de suite, dans les premiers jours, peut-être, ou les premiers mois, quitter, Ukraine pour, avoir, quelque chose comme condition, plus calme et n'avoir pas danger, quotidien. Et bien sûr qu'il y a beaucoup des gens de cette, genre, musique électroacoustique maintenant, travaillent, à l'Europe, surtout aussi les plutôt filles. Alors jeunes compositrices, comme Jana Szlabanska, par exemple, ou Katarina Grivul, quelque chose comme ça. Donc, mais aussi les autres, les artistes très connus comme Andriy Kirichenko, ou Heinali, Oleg Shpudenko. Mais quand même, on reste aussi des collègues, qui travaillent ici en Ukraine. Et par exemple, si on regarde les travaux de UGF Not Found, c'est le nom artistique, d'un artiste, média artiste et compositeur Georgi Potopalski. On peut voir, avec, je sais pas, pour moi, ce sentiment de ce, ce grand travail quand je regarde qu'il a, préparé 3 albums de musique électroacoustique. Et donc, il y a une, série de releases. Et cette, série de releases, le titre, de cette série s'appelle, Je vais chanter jusqu'à ma pays va être libre. Et c'est Dmytro Fedorenko, artiste, le nom artistique de Kotra. C'est lui qui a fondé cette, série de releases. Par exemple, là-bas, il y a quelques grands albums, intéressants albums de Юджеф Not Found ou Yuri Potopalski, mais aussi Yuri Samson, artiste, d'origine de Nova Kakhovka. Maintenant, il habite à Tallinn parce que son maison, Nova Kakhovka, est occupée. Il était obligé alors il a décidé de quitter, pour n'être pas, dans les domaines, dans le village occupé, et donc par Russes. Et il prépare les choses très très intéressantes. Aussi, il y a un artiste qui s'appelle Edward Sol,
aussi avec plein de choses très, très intéressantes. Donc, vraiment, je sais pas, même bien sûr que beaucoup de musiciennes et compositeurs, compositrices de musique instrumentale, symphonique, même opéra, travaillent très intensivement, très intéressant, mais euh, musiciennes et sound artistes, média artistes, bien sûr, beaucoup. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de Mmh. travail. Ouais. Mmh. Dans la période durant toute votre carrière, carrière de la une compositeur, compositrice et musicienne, vous aviez toujours cette ouverture internationale parce que vous avez été présente dans plusieurs festivals à l'étranger, pas qu'en France, mais aussi dans d'autres pays européens, aussi au Japon, en Chine, un peu partout. Est-ce que, après le début de la grande invasion, russe, cette grande guerre qui s'installe ici, vous avez senti cette solidarité avec vos anciens collègues, vos partenaires, d'autres compositeurs, ailleurs? Est-ce que, par exemple, les invitations, sont devenues plus fréquentes ou juste au contraire, moins fréquentes pour des compositeurs qui ont resté en Ukraine? Mais bien sûr, même les premières heures des grandes invasions, j'ai reçu proposition même aller à résidence ou j'ai reçu aussi beaucoup de propositions de proposer concerts de musique ukrainienne. Et, mais bien sûr, presque toutes les pays, toutes les collègues, on a commencé et les plus proches peut-être c'est les compositeurs polonais comme Marek Koloniewski qui a il a vraiment téléphoné chaque jour, vraiment chaque jour. Oui, oui, mais aussi mes collègues des périodes de l'IRCAM, toutes les gens comme ça. Euh, j'ai reçu beaucoup de propositions de faire concert de musique électroacoustique ukrainienne, mais parfois c'était une proposition de faire ensemble musique ukrainienne et russe. Et voilà, c'est déjà dans les premiers jours, j'ai compris que pour mes collègues à l'étranger, pas du tout, ce n'est pas du tout clair que l'art et guerre et politique, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, pour nous, c'est-à-dire, les, pour nous est clair que Russie utilise les missiles, mais aussi les œuvres d'art un petit peu dans la même manière. Parce que c'est pas possible de diviser vraiment l'activité militaire et l'activité artistique. Et c'est la même chose. Et ça c'est clair que les institutions russes, généralement les politiques artistiques, ça donne le même message de faire une nouvelle impéria, de faire un nouveau l'Union soviétique et d'autres choses. Alors, ce message de grande culture, entre guillemets, russe, c'est toujours quelque chose de très agressif, et surtout par rapport des cultures ukrainiennes, voilà, surtout maintenant. Mmh. Est-ce que vous, personnellement, vous avez rompu vos liens avec des collègues, s'ils existaient, voilà, des collègues russes après la grande invasion? Et voilà, d'où apparaît ce malaise que de l'expliquer, à l'étranger? Parce que souvent on est perçu, voilà, comme quoi la culture et la politique ça fait 2, alors que bien sûr quand on vit à l'intérieur de voilà, au-dedans de cette guerre, c'est toujours la même chose. Euh, il faut dire que je n'avais pas vraiment même avant la guerre, je n'avais pas beaucoup de contacts euh, avec les artistes russes. Et donc, euh, quand la guerre a commencé, je n'avais pas cette. Alors, vraiment le grand espoir ou
comment dire ça, ou encore des malheurs, pour euh, ou être très optimiste. Je n'étais pas très optimiste, par exemple, que les artistes russes euh, peut, participer ou participer dans le sens social ou dans le sens artistique. Mais quand même, j'avais collègue musicologue, fille qui a fait les études à Kiev et donc j'ai compris tout de suite qu'elle ne peut pas dire même quelque chose comme condoléances. Et donc, euh, pour nous, c'était clair que ces gens-là ne peuvent pas du tout comprendre la situation qui est arrivée, mais il n'y a pas de force même faire quelque chose. Mais ça, c'est clair que alors nous connaissons très bien cette situation émotionnelle, politique, de cette dans les régimes totalitaires, c'est régime totalitaire, c'est tout. Donc il n'y a aucune initiative d'être solidaire avec Ukrainiens, c'est comme ça. Et, Ou peut-être que tout simplement qu'ils soutenaient aussi, en quelque sorte, cette invasion, cette guerre, ce qui est aussi tout à fait possible, étant donné que la culture, comme vous l'avez dit vous-même, est souvent instrumentalisée par l'État russe, par la propagande, par toute cette machine de guerre aussi. Donc il y a toujours ce sentiment de supériorité par rapport voilà, au petit peuple tel le peuple ukrainien, par exemple, non? oui, oui, bien sûr, dans le domaine des musiques, euh, il y a quelque chose aussi pas compréhensible pour, je sais pas, même pour partie des gens en Ukraine, c'est par exemple quelque chose comme les grandes œuvres des musiques de période du XVIIIe siècle, comme notre conflit à Kiev avec euh, l'œuvre de Tchaïkovski, par exemple, ou figure de Tchaïkovski qui était euh, euh, quelqu'un très important dans les périodes, je sais pas, de l'année 50, par exemple, dans les périodes de cette politique de Staline, très totalitaire aussi, et politique quand toutes les nationalités et toutes les cultures nationales de chaque pays, comme Georgia ou Lituanie, ou Estonie, Ukraine, et chaque, chaque artiste doit connaître que culture nationale, c'est quelque chose dans le domaine secondaire, mais principalement, nous avons, il faut faire surtout toutes les pédagogies musicales, il faut fonder autour, par exemple, des figures de Tchaïkovski, ou figures de Rachmaninov, ou figures de, je sais pas, les grands compositeurs russes, soviétiques, mais pas du tout national. Et alors, à cause de cette politique, comme dans le domaine de l'éducation, maintenant, nous avons vraiment une situation très bizarre et très dangereuse, je pense, comme quand l'Académie nationale des musiques de Kiev encore porte nom de grands compositeurs des périodes d'impérialisme russe, Tchaïkovski, et alors ça donne l'impression très bizarre. Et alors c'est quelque chose comme c'est une très dramatique motif dans notre vie culturelle. Parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas quelque chose comme canon de l'école
contemporaine ukrainienne musicale. Et nous avons, bien sûr, nous faisons quelque chose comme effort de présenter ce nouveau canon. Et ça, c'est clair que maintenant, dans les domaines, les vrais de musique réelle, on peut voir, par exemple, les figures de Boris Letoshinsky, fondateur, le vrai fondateur de l'école musicale ukrainienne. Euh, euh, on peut voir par exemple l'intérêt pour tous les domaines de créativité de Boris Letoshinsky. C'est le livre opéra fait des productions de son opéra, c'est Ronde d'or. C'est l'opéra de l'année 1929. Donc, les périodes de l'année 20, très, très, très intéressante, période de futurisme, d'avant-gardisme, d'urbanisme ukrainien, modernisme, bien sûr, ukrainien. Moi aussi, musique symphonique. Par exemple, pourquoi je parle de Letoshinsky? Parce que pour plupart artistes, compositeurs, musiciens, il est clair qu'il faut changer cette canon le système musical. Et c'est pas possible de fonder système ici, structure musicale nationale ukrainienne autour de Tchaïkovski. Pas du tout. Mais c'est très bien, on peut imaginer autre système qui, dans la base de ce système, on peut voir Vedel, Berezovsky, Bortniansky, les compositeurs du XVIIIe siècle. Bien sûr, Mykola Lysenko, bien sûr, Lev Korovitz, Revutsky, mais vraiment, vraiment, les plus grandes figures, Boris Letoshinsky, fondateur des grandes symphonies ukrainiennes, donc vraiment des genres plus importants, plus compliqués comme symphonie contemporaine. Bien sûr, opéra, bien sûr, musique pour film, parce qu'il a fait musique pour 14 films, c'est beaucoup aussi. Et bien sûr, elle était professeure de Valentin Silvestrov, Leonid Grabowski, grande école de l'année 60, des périodes de Kiev avant-garde. Voilà, donc je pense que c'est très important quand même parler et présenter musique de ces compositeurs, surtout maintenant, surtout parce que à cause des guerres, nous essayons de renouveler cette liaison historique de toute génération artistique qui était toujours rompue par stalinisme ou par de grandes périodes de dictature soviétique. Et ça, c'est clair que maintenant, les concerts de musique de l'année 20, de l'année 30, ça donne pour nous l'impression que les guerres n'existaient pas et cette rompue n'existait pas, que nous pouvons continuer cette liaison qui est toujours, qu'on peut sentir, les zones entre l'année 20, 30, 40 jusqu'au 60, avant-garde, période, jusqu'à notre temps. Je pense que Oui, oui, cette continuité historique qui est là. Donc, vous avez évoqué Latoshinsky, voilà, un compositeur bien sûr célèbre. Et peut-être il faudrait aussi penser à l'introduire plus dans dans les programmes scolaires aussi, dans les écoles de musique, c'est-à-dire pour ce que apprennent les enfants quand ils s'intéressent, quand ils commencent la musique. Ce que vous avez fait en 2023, donc vous avez fait vos études dans cette académie national de musique que vous avez mentionné, nommé d'après Tchaïkovski, qui malheureusement aujourd'hui aussi porte son nom. Donc, vous avez quitté, n'est-ce pas, cette académie en signe de protestation contre
contre, le fait que cette académie porte toujours le nom de compositeur russe? Oui, 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 ça moi, j'ai décidé de faire ça. Nous avons décidé de faire ça avec mes collègues, comme, Olena Korchova, musicologiste, qui a préparé les livres à propos de modernisme. Et donc c'est quelqu'un qui, connaît très bien des mécanismes des formations, idées de modernisme, dans les musiques ukrainiennes, mais aussi musique européenne. Et donc, c'est très important quand même d'étudier et faire les études, les recherches dans les documents musicaux historiques pour comprendre bien les choses qui existent maintenant. Et donc, ça c'est clair que nous étudions des histoires des arts pour faire quelque chose de nouveau, pour aller à venir. Et, mais aussi, autres mes collègues comme Yuri Tchekan, il a aussi quitté l'académie de même raison, et aussi grand chef d'orchestre Volodymyr Sirenko. Voilà, donc ça c'était les collègues des, et bien sûr que cette décision, euh, je pense que c'est important, c'est très important de garder, garder les motifs et euh, quelque chose comme euh, position, voilà, garder position, parce que euh, il est clair que on n'existe pas dans les musiques quelque chose comme beauté abstracte, beauté abstraite, et dire que voilà, la musique de Tchaïkovski, c'est quelque chose que c'est la beauté. Et pourquoi il faut faire quelque chose contre beauté? Mais bien sûr que dans notre cas, de musique de Tchaïkovski est instrument très agressif. Et c'est dans dans chaque pays occupé, dans chaque ville occupée, la Russie organise concerts. Par exemple, les concerts à Prague, qui étaient occupés, et les premières choses qui étaient faites là-bas, c'est concert de Gergiev, grand chef russe, avec cinquième symphonie de Tchaïkovski. La même chose à Aleppo, aussi dans les ruines de la Palestine. Non, c'est pas Palestine, c'est quoi? Aleppo. Syrie, pardon, à Syrie. Gergiev aussi a joué Tchaïkovski. La même chose à Mariupol. Gergiev joue quatrième symphonie de Tchaïkovski. Et bon, et au début de guerre, chef d'orchestre qui s'appelle Kurenzis. C'est aussi quelqu'un qui représente les politiques russes contemporaines, parce qu'il il est quelqu'un qui est très très proche des régimes totalitaires russes, politiques contemporaines russes. Aussi, il a fait le concert, et même a dit quelque chose, c'était le premier jour de guerre, qu'il va saluter de tous les amis des artistes, même en Ukraine. Voilà, donc ces salutes, salutations cordiales de Gergiev, de Kurenzis, des autres chefs d'orchestre et des artistes qui, a dit très ouvert sa soutien de la politique de Poutine. C'est, je sais pas, qu'est-ce que c'est ça? C'est quelque chose comme salutation des nazis.
des nazistes pour les gens qui étaient à Auschwitz ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas du tout la beauté énorme, c'est pas du tout la beauté abstracte, éternelle, c'est pas du tout ça. Voilà. Mmh. C'est cynique et c'est hypocrite aussi, donc c'est vous avez raison de dire que oui, en effet, à Mariupol, nous nous souvenons tous, de ces images désastreuses de ce théâtre, qui était bombardé et donc où des centaines de personnes ont perdu leur vie et après, voilà, avec les grands portraits de voilà, des grands auteurs de la soi-disant culture russe, voilà, qui sont affichés après, voilà, tous ces concerts-là. Donc la culture et donc la beauté est souvent aussi instrumentalisée par la propagande russe pour dire que voilà, nous avons cette grande culture. Je me rappelle très bien de cette phrase de Dmytro Kuleba, notre ex déjà ministre des Affaires étrangères, donc juste la veille de la grande invasion, voilà, essayer de développer un argument, que voilà, tout le monde parle de cette grande culture russe, mais à notre frontière, malheureusement, on voit pas de ballerines, on voit des chars russes qui arrivent, mais les ballerines, ça arrive après. Donc c'est-à-dire que les opéras et Tchaïkovski, malheureusement, ça arrive après que passent des chars russes, tout simplement. Et donc peut-être la seule raison pourquoi pas Tchaïkovski, mais Latochensky, parce que le fait que l'Académie de musique nationale ici à Kiev porte le nom de Tchaïkovski, ça nous interdit de parler de Latochensky, tout simplement. Voilà. Et puis de poser la question, mais qui est Latochensky aussi à l'extérieur, ce que pour le parler de lui, pour jouer son œuvre, pour le présenter, pour l'introduire dans les programmes scolaires, mais tout aussi bien pour le présenter à l'étranger. Et donc là, je viens à la question peut-être la plus importante de notre entretien aujourd'hui. Donc si, voilà, si on vous demandait d'expliquer à nos auditeurs francophones, français, comment est-ce que et en quoi est-ce que la musique euh, ukrainienne est-elle intéressante? Comment est-ce qu'elle peut nous surprendre aujourd'hui? Euh, je pense que musique ukrainienne maintenant, ça peut donner quelque chose comme signal de liberté. Alors, oui. Signal de liberté, le message de liberté. Bien sûr que il y a beaucoup de choses très différentes dans les musiques ukrainiennes. Il y a euh, quelque chose comme assez souvent les bases des cultures nationales, du folklore. Et ça, aussi, ça donne quelque chose comme diversité du timbre, diversité des accents nationaux. Mais aussi, par exemple, quand j'écoute la musique électroacoustique ukrainienne, c'est aussi quelque chose de spécial. Je trouve, voilà, par exemple, pourquoi j'ai commencé à parler des éléments de folklore. Par exemple, il y a les concerts comme concerts soutien pour Ukraine ou quelque chose comme concert organisé par avec soutien de l'Institut ukrainien, on peut voir vraiment les programmes où il y a beaucoup de genres de cette de cet style avec éléments folkloriques. Mais pour moi aussi très très intéressant quand il y a quelque chose comme les messages très individuels, très forts. Par exemple, je voudrais dire que dans les traditions des musiques de Deuxième Guerre mondiale, par exemple, il y avait des chansons, un petit peu comme chansons avec les mots d'argot, ou quelque chose comme chanson avec quelques éléments comiques peut-être, c'est-à-dire c'est les chansons comme contre force masculine ou par exemple album qui s'appelle hypogonadisme. Hypogonadisme, c'est quoi? C'est une manque, c'est la maladie quand on manque les hormones masculines.
Alors, c'est vraiment les métaphores, bien sûr, de dire, que nous sommes force et cette force un petit peu avec agression, avec énergie masculine, très fort. Je pense que c'est aussi très intéressant. C'est-à-dire, c'est bien, bien sûr, écouter musique avec la réflexion de quelque chose comme mélancolie ou nostalgie ou quelque chose de musique tragique, dramatique, mais aussi très intéressant d'avoir cette énergie de vraiment de contradiction, énergie de quelque chose comme de liberté, les vraies libertés. Et ça, je pense que ça n'existe plus maintenant. Ça, c'est quelque chose qui existe vraiment dans l'œuvre très contemporaine ukrainienne. Et pour ça, je me souviens que l'année dernière, un de mes étudiants, Andriy Barsov, a gagné un concours de musique électroacoustique très connu, ce concours international qui est organisé par euh, Confédération des musiques électroacoustiques de Pologne. Et alors, il a gagné quelque chose comme deuxième prix. Et alors, sa pièce Nature mort, c'était une pièce où on peut écouter les vrais sons de notre vie quotidienne, c'est-à-dire les sirènes, avec folklore authentique ukrainien des régions de Tchernobyl, par exemple. Oui, c'était une chanson des régions de Tchernobyl et cette nature morte, il était fait il est fait très, très, très bien dans les manières compositionnelles, c'est-à-dire au niveau des harmonies, des rythmes, des mélodies. Et donc, on écoute vraiment ça comme une énergie très musicale, très artistique. Ce n'est pas quelque chose comme les sons quotidiens, mais c'est vraiment tous les sons très artistiques, très bien faits, refaits comme compositeur. Voilà, donc ça, je me conseille vraiment de trouver dans les musiques ukrainiennes, c'est quelque chose qui n'existe maintenant. Euh, dans les musiques européennes, c'est-à-dire quelque chose de très actuel, comme les messages très individuels, messages de liberté, messages d'expériment, bien sûr, c'est très expérimental. Essayer de travailler avec matériaux tellement difficiles, tellement problématiques. Voilà, mais peut-être que pour les gens traumatisés, c'est pas, voilà, mais ça donne l'impression que l'Ukraine lutte. Les artistes sont vivants, les artistes sont pleins de formes, pleins de l'activité et il veut être libre. Oui. Merci beaucoup Allah, c'est absolument intéressant. On invite nos auditeurs à découvrir, bon, à chercher voilà, les œuvres, et les noms que vous, Allah, vous avez mentionnés. Je remercie de cet entretien et de toutes ces informations qui aideront, on espère, à notre public francophone que de découvrir la musique ukrainienne d'aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Alla Zareikevich, compositrice et musicienne ukrainienne, auteure d'œuvres orchestrales, instrumentales et vocales, mais aussi d'opéras, performances électroacoustiques, installations audiovisuelles, musique pour le cinéma et art vidéo. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.